Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous savoir aussi nombreux sur cette place créative particulière, 21e édition totalement en ligne. Pour cette première conférence qui portera sur l'étude de marché, qui est la base dans le cadre de la structuration d'un projet. Pour rappel, le programme de la journée, donc vous aurez ensuite une seconde conférence à 10h45 sur le business plan, les outils et méthodes pour convaincre les financeurs. Ensuite, midi, comment financer mon projet. 13h15, Startup, lancez-vous. 14h30, créer en 2021, astuces et perspectives. 15h45, entreprendre dans l'incertitude, même pas peur. Et pour clôturer la journée, à 17h15, la finale du concours de la place au pitch. Sur cette thématique de l'étude de marché, j'ai le plaisir d'accueillir Clarisse Gasset, qui est consultante en stratégie au sein du cabinet IDEA, donc qui est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des entreprises, stratégie, formation des entreprises, et Clarisse qui intervient en tant qu'experte dans ce domaine-là, puisqu'elle est consultante et qu'elle est amenée au quotidien à faire et accompagner les porteurs de projets et les chefs d'entreprise dans ce domaine. Clarisse, je vous laisse la parole. Merci. Merci. Oui, c'est bien ça. Du coup, je suis consultante dans un cabinet qui est spécialisé en accompagnement des entrepreneurs. Donc, c'est vrai que je suis amenée à rencontrer très souvent des porteurs de projets. Et je pense que dans la salle, dans l'auditoire, il y aura beaucoup de ce type de profil-là qui viennent écouter cette conférence sur l'étude de marché, puisque l'étude de marché, c'est vraiment le socle du début d'un projet. Donc, j'espère que la conférence pourra vous aider à développer votre projet. Quand on démarre un projet, c'est vrai qu'il y a énormément d'éléments qui se bousculent, puisqu'on ne connaît jamais assez son marché. Le marché est immense. C'est une valeur qui est assez floue, puisqu'un marché, on a des définitions assez strictes, comme c'est une offre et une demande, et pourtant, il y a beaucoup d'éléments qui influencent le marché. Donc, il y a l'environnement, il y a toutes les réglementations qui viennent bousculer ça. On le vit actuellement avec la crise sanitaire, mais c'est quelque chose qui a bousculé justement les codes du marché actuel qu'on connaissait à l'époque. Il y a également les réglementations et les nouvelles lois et les influences politiques. Et il y a également la situation financière et économique du pays en globalité, et en tout cas des ménages et des consommateurs. Donc le marché, il va falloir l'étudier sur plusieurs instants, puisque quand on fait l'étude de marché, on a l'habitude de l'étudier à un seul instant T, et pourtant le marché évolue au fur et à mesure. Donc il faut vraiment penser à regarder un marché à un instant T, mais aussi à veiller en permanence sur plusieurs éléments qui vont évoluer. Dans les éléments à observer, il y a les besoins des clients, puisque les consommateurs qu'on connaît tous, leurs besoins évoluent en fonction justement des situations, des éléments influenceurs de la société, des nouvelles technologies, des nouvelles envies en tout cas qui apparaissent. Il y a aussi l'action des concurrents à observer, puisque les concurrents justement se calquent sur les besoins des clients. Donc il va falloir observer un petit peu ce qui se passe au niveau des concurrents, de l'environnement, que font les nouvelles entreprises qui viennent sur le marché que vous voulez toucher. Et justement, du coup, les nouveaux entrants, comment ces concurrents arrivent à percer le marché, pourquoi ils réussissent sur un secteur, et pourquoi ils ont choisi ce secteur-là. Donc votre étude de marché, il va falloir qu'elle observe ces différents éléments. Au niveau d'un marché, donc pour essayer de le définir et définir sa taille, c'est assez difficile au début, puisque quand on démarre un marché, il va évoluer au fil du temps. Au tout départ, il y a plusieurs profils. Vous allez rencontrer plusieurs profils de clients. Vous allez rencontrer les early adopters, donc ils sont bien connus en tout cas quand on fait de la stratégie, puisque ce sont les premiers adopteurs de votre produit. Donc c'est ceux qui sont les plus enclins à tester, même si le produit n'est pas connu. Tester un nouveau service, tester une nouvelle application, tester une nouvelle technologie. Même si la technique n'est pas encore connue et mondialisée, ce sont des clients qui vont aimer tester. Donc c'est peut-être votre première cible à essayer de toucher, en tout cas ceux qui seront prêts à prendre le risque, parce que du coup pour tester il faut prendre un risque. Ensuite, au fur et à mesure que votre marché va évoluer,
les clients vont connaître votre produit et vont arriver à maturation. Donc, vous allez avoir des clients qui seront une grosse majorité, ceux qui vont acheter le produit une fois qu'il aura été testé et approuvé par la société. Donc ça va vous faire un marché de masse, puisqu'au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de clients. Et ensuite, au fur et à mesure, votre offre, on peut parler d'un déclin, mais ce n'est pas forcément un déclin négatif, c'est que votre offre, il va falloir qu'elle se renouvelle. Et vos clients aussi vont se renouveler au fur et à mesure. Donc les premiers clients à toucher, c'est souvent une niche. Et c'est là qu'on fait l'erreur, souvent quand on démarre, on a des porteurs de projets qui veulent essayer de toucher tout le monde. Sauf que ce n'est pas possible de toucher tout le monde, puisque votre produit va être vraiment ciblé sur un profil, des personnes jeunes, des personnes plus âgées, des personnes des différentes catégories socio-professionnelles, dans différents secteurs de métiers, etc. Donc il va falloir bien segmenter au tout départ votre marché cible pour que ce ne soit pas un marché de masse justement au départ. Donc on va essayer de voir comment proposer une offre que vos clients vont apprécier. Au niveau de votre offre, quand c'est une offre nouvelle, si vous êtes sur une offre technique, un produit, le principal risque au départ, c'est le risque commercial. Le risque commercial, c'est quoi? C'est que vous avez développé un produit qui est parfait sur la technique, donc c'est un produit avec une ingénierie parfaite, une nouvelle technologie qui va fonctionner très bien, mais par contre, le risque commercial, ça va être quoi? Ça va être que finalement, il ne répond pas à un besoin d'un client. J'ai mis l'exemple des Google Glass parce que quand c'est sorti il y a quelques années, Google était très fier de présenter ce produit qui était vraiment une innovation technologique incroyable qu'on aurait pu voir dans des films, etc. Mais finalement, ils se sont aperçus qu'entre le prix et à quoi ça allait servir vraiment aux clients, ça n'avait pas fonctionné. Donc ça, c'est le risque commercial. Ils ont vraiment pris un risque là-dessus et du coup, ils ont eu un produit qui a vécu un échec. Donc, la question à se poser, c'est comment je vais toucher mes clients? Est-ce que je vais les toucher? Est-ce qu'ils ont un besoin? Et l'objectif, du coup, ça va être de changer leurs habitudes pour un nouveau produit. Parce que si vous développez un nouveau service ou une nouvelle technologie, ou même un produit qui est déjà existant sur le marché, peut-être qu'ils ont l'habitude d'en utiliser un déjà. Et il va falloir arriver à changer leurs habitudes. Donc, pourquoi ils vont changer leur habitude pour votre produit? Et c'est là qu'on va essayer de toucher les early adopters qui vont prendre le risque d'utiliser votre nouveau produit alors qu'ils en utilisent peut-être déjà un qu'ils connaissent très bien. L'autre objectif, c'est d'essayer de créer le besoin, justement, donc ça on l'entend beaucoup en stratégie, c'est de créer le besoin. C'est que quand votre produit va sortir, l'objectif c'est que le client se dise « Ah, mais le produit que j'avais avant, en fait, il ne me suffit plus, et il faut que j'ai vraiment besoin d'utiliser ça. » C'est ce que fait un petit peu Apple, par exemple, avec tous les ans un nouveau produit, et ils essayent de rendre obsolètes les anciens produits. Ils nous créent le besoin de passer à la version suivante. Alors qu'en fait, ils sont pratiquement similaires, mais on a juste l'impression qu'on a vraiment besoin de passer à la version suivante. Donc, ils arrivent très très bien à créer ce besoin. Au niveau du coup des clients, une fois que vous aurez créé le besoin, on va voir comment on fera à mesure de la présentation. Il y a deux questions qui se posent quand un porteur de projet démarre son projet. Au départ, soit il y a deux solutions. Soit vous cherchez des clients pour votre offre. Donc, vous avez une offre qui existe, vous l'avez déjà pensée dans votre tête, elle est adaptée à ce que vous auriez aimé faire, et vous allez aller ensuite chercher des clients. Donc, il y a un risque à prendre qu'il n'y ait du coup pas de clients sur l'offre que vous avez déjà créée et imaginée. Et ensuite, l'autre versant, ça serait de proposer une offre à vos clients. Et pour proposer une offre à vos clients, il faut que cette offre puisse s'adapter au fur et à mesure aux besoins des clients que vous allez identifier. Et c'est là que l'étude de marché va vous aider, puisque si vous partez sur une des deux questions, il y en a une qui est plus difficile à réaliser que l'autre, c'est la première, c'est de chercher les clients. Donc les deux cas de figure qui se présentent très souvent, c'est bien ça, c'est proposer à d'autres une solution qu'on a imaginée pour soi. Donc vous l'avez imaginée, vous l'avez créée, parce que vous avez ressenti le besoin de la créer, parce que dans votre quotidien, par exemple, vous avez eu besoin de ce produit ou de ce service. Mais maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a d'autres personnes que moi qui en auront besoin? Et c'est là le risque, c'est de se retrouver en fait sur un besoin qu'il n'y avait que vous qui avez identifié ce besoin et pas les autres clients. L'autre partie, du coup, c'est d'imaginer une offre nouvelle pour quelqu'un d'autre. Donc là, ça va vous forcer à faire ce travail d'adapter l'offre que vous allez proposer à vos clients.
Donc, c'est là le travail de l'étude de marché, c'est vraiment de comprendre en amont ce que les consommateurs vont vouloir et de ne pas vous centrer sur vous et votre offre. C'est très important au départ. Donc, l'idée de départ que vous aurez au tout début, quand vous allez imaginer le produit que vous voulez créer, c'est pas toujours la meilleure. Elle va venir à être modifiée, elle va venir à se modifier, puisque justement, quand vous allez faire votre étude de marché, votre étude d'environnement, vous allez vous apercevoir que finalement, vous n'avez pas pensé à tout forcément sur votre produit. Donc, il va falloir modifier cette première offre que vous aviez faite. Et c'est là qu'il peut y avoir un petit sentiment de frustration, mais c'est normal, c'est que le produit vient à évoluer, donc c'est encore plus positif. Donc, il faut vraiment se mettre en posture d'amélioration. La deuxième posture à essayer d'adopter, du coup, c'est que les premiers clients que vous aurez imaginés, justement, vont être différents de ceux auxquels vous aviez pensé au tout départ. Quand vous avez créé votre produit, vous avez imaginé que vous alliez toucher uniquement les personnes entre 30 et 40 ans, par exemple, quel que soit le produit. Et puis, vous allez vous apercevoir qu'en fait, c'est plutôt les personnes entre 20 et 25 ans qui ont envie de tester votre produit en premier. Et bien ça, c'est pas grave. C'est justement une bonne étape à passer. C'est justement de se mettre en posture de qui sont vraiment les clients qui vont essayer mon produit au départ. Et là aussi, ça ne sera pas toujours ce qu'on avait imaginé au début de l'aventure de votre projet. Donc, il y a ces deux postures-là à retenir. C'est prendre du recul sur les hypothèses qu'on avait fait au départ en termes de clients et en termes d'offres. Il y aura des critères qui vont déterminer justement comment se positionner sur le marché. Donc, vous avez un petit outil qui est assez utile pour essayer de déterminer votre offre sur le marché. Soit votre offre est très innovante et il y a deux axes. Soit votre offre est très innovante, soit elle ne l'est pas puisqu'elle est très connue sur le marché. Et le second axe, c'est une connaissance faible des clients ou alors au contraire une très bonne connaissance des clients. Si vous arrivez à positionner votre produit sur ces deux axes, vous allez vous apercevoir que soit vous vous positionnez dans une offre qui est vraiment une innovation sur le marché, puisque votre offre n'est pas connue sur le marché et en plus vous ne connaissez pas encore vos clients. Donc là, c'est vraiment le plus dur à réaliser. Le mieux, c'est d'arriver à positionner son offre sur l'axe offre innovante sur le marché, des connaissances fortes des clients. Parce que du coup, ça va vous permettre d'assurer une commercialisation qui va fonctionner sur les premiers clients. En revanche, si vous souhaitez créer une offre qui est déjà connue sur le marché, là aussi, il va falloir arriver à déterminer qui seront ces nouveaux clients. Puisque votre offre est déjà connue, ce n'est pas une innovation. Donc, j'utilise déjà le produit que vous voulez créer. Il existe déjà. Ce qu'il va falloir déterminer, c'est comment se différencier. Pourquoi je vais être différent de l'offre qui est déjà connue par mes clients. Et du coup, c'est là que vous allez essayer de trouver une cible client qui sera apte à changer ses habitudes et à prendre le risque de venir tester votre produit. Donc, dans les 4 axes que je vous ai présentés, il y aura donc une offre très innovante et une connaissance très forte des clients. Là, le mieux, c'est d'aller expérimenter, c'est d'aller poser vraiment des questions aux clients, c'est de leur dire, je vous connais, je sais que c'est vous qui allez utiliser mon produit, alors du coup, testez-le. Donc là, on est sur une phase d'expérimentation. En revanche, pour l'étude de marché, du coup, si on est sur une offre qui est déjà connue et vous connaissez aussi les clients, donc c'est quelque chose qui est répandu, quelque chose qu'on utilise, là, l'objectif dans votre étude de marché, c'est de faire une étude quantitative, puisque vous avez beaucoup de clients. Donc, on verra après quels outils on peut utiliser pour faire une étude quantitative. Par contre, si vous sortez une offre qui est innovante, qui n'est pas connue sur le marché, et que vous ne connaissez pas non plus les clients au départ, il va falloir tester. Pour tester, il va falloir faire du qualitatif, c'est ce qu'on appelle le qualitatif, parce que c'est en petite quantité, et vous allez prendre un petit échantillon de différents profils de clients, et ainsi leur poser des questions sur votre offre et voir comment ils l'appréhendent. Donc là, on sera plus sur du qualitatif, puisqu'on a peu de clients connus, donc il faudra les tester. Ça, on approfondira ensuite. Au niveau des concurrents, il y a une notion à aborder au départ, puisque quand on sort un produit, on a toujours envie de savoir si on est les premiers ou pas. Alors, ok, il y aura souvent des concurrents, sachez-le, des concurrents souvent, parfois indirects, juste parce qu'ils auront une offre similaire ou une offre substituable à votre produit. Je peux ne pas utiliser votre produit juste parce que j'utilise un autre produit qui remplace mon besoin. Par contre, le plus gros concurrent de votre offre,
ça va être rien. Pourquoi rien? Parce que finalement, j'en ai pas besoin. J'ai pas du tout besoin de votre produit. Donc, je ne le remplace pas. Vous n'avez pas de concurrent. Mais par contre, je n'utilise rien à la place. Et ça va être un gros point qui est souvent oublié par les porteurs de projets au départ. C'est est-ce que vraiment votre produit va être utilisé ou est-ce que je peux le remplacer par rien du tout? J'ai mis un exemple entre, du coup, par exemple, un aspirine, une personne qui vend de l'aspirine, un médicament, ou une personne qui vend un jus multivitaminé. Pourquoi cette comparaison? Parce que si je vends un médicament, je sais que mon client a un problème à soigner. Donc, il a mal à la tête et je suis à peu près sûre qu'il va utiliser un médicament de ce type-là, en tout cas pour se soulager. Je sais qu'il a un besoin. Par contre, une personne qui veut se lancer sur le marché et vendre des jus multivitaminés, le plus grand risque, c'est que la personne vous dise « je n'ai pas besoin de votre jus parce que je suis déjà en forme ». En fait, le jus vitaminé, il vient en bonus, il vient vraiment pour ok, je bois du jus de fruits, mais est-ce que vraiment j'en ai besoin? Et le plus gros risque, c'est qu'on vous dise « moi, je n'ai pas besoin de boire de jus parce que je suis déjà en forme ». Donc, c'est là que la notion vient entre vraiment créer le besoin sur votre client. Pourquoi le client va vouloir absolument boire de votre jus de fruits? Et cette notion est assez importante à garder en tête quand on crée un produit et surtout quand on essaye de réfléchir aux concurrents qui pourraient nous dépasser. Tout à l'heure, on parlait du coup du nombre de clients au départ de votre projet. Donc, au tout départ, beaucoup de porteurs de projets veulent toucher le plus grand nombre de personnes parce que c'est normal, hein, c'est logique, on a envie ben voilà, mon produit, vraiment, je peux le vendre à tout le monde. J'aurai beaucoup de ventes parce que je peux le vendre à tout le monde. Sauf que vous allez vous apercevoir au fur et à mesure que le plus dur, c'est de trouver le premier client, celui qui va vraiment vouloir tester votre produit. Et au fur et à mesure que vous allez chercher dans votre étude de marché, il ne restera plus qu'une seule personne. Et à partir de cette personne, là, vous pourrez tester, voir et expérimenter, voir le type de client que c'est, pourquoi il a voulu utiliser votre produit en premier, etc. Mais du coup, votre étude de marché va vous servir à cibler le segment client. Donc, quel segment? Par exemple, catégorie socio-professionnelle moyenne, entre 25 et 35 ans. Là, déjà, ça limite pas mal le marché. Et ça vous permet de faire une offre avec une communication adaptée. Vous pouvez vraiment adapter les messages que vous allez faire passer. Alors que si vous faites une offre à tout le monde, vous ne pourrez pas satisfaire tout le monde. Donc, c'est là qu'il faut vraiment segmenter votre marché au départ. Et donc, au fur et à mesure, les autres clients reviendront au fur et à mesure que le produit aura été expérimenté. Du coup, au départ, pour arriver à creuser et à trouver ce client, ce premier client, il va falloir maximiser les chances. Et pour maximiser les chances, eh bien, il va falloir être, entre guillemets, discriminant, c'est-à-dire éliminer des cibles clients que vous ne voudrez pas toucher au départ et que vous allez juger qu'ils n'auront pas le besoin de votre produit. Donc, il va falloir démarrer sur une niche, donc, comme je vous ai présenté précédemment. Au niveau des objectifs de l'étude de marché, donc là, on va un petit peu comprendre justement ce que je viens de vous présenter, donc comment aborder cette étude de marché et surtout pourquoi la faire et quels en seront les résultats au fur et à mesure. Donc, la première ambition de l'étude de marché, du coup, comme on l'a dit, ce qui est très important, c'est de segmenter le marché et de choisir son segment client. Au tout départ, grâce à vos questionnaires, que ce soit du qualitatif ou du quantitatif, que je vous présenterai ensuite, vous allez du coup observer un entonnoir se faire et du coup avoir une niche de clients qui apparaît. Donc là déjà, vous aurez votre profil client. Ensuite, la deuxième chose à segmenter, comme on l'a présenté, c'est le type de votre offre. Donc, quelle offre je vais proposer pour qu'elle s'adapte à ces besoins des clients. Donc là, vous aurez ensuite votre offre qui sera déterminée. Et du coup, vous pourrez choisir votre cible précisément et vous toucherez du coup les early adopters. Donc, c'est comme ça que il faut le voir comme un entonnoir. Vous partez de votre offre et de vos clients et vous essayez de cibler un maximum et de réduire le champ pour avoir vos premiers clients à toucher. L'ambition numéro 2, ce serait d'identifier du coup les facteurs clés de succès. Donc là, j'ai remis cet exemple puisque du coup, votre facteur clé de succès, ce ne sera pas forcément la technique et l'ingénierie que vous aurez mis dans votre produit, mais bien la façon dont vous allez toucher les consommateurs. Donc c'est là qu'il faut toujours prendre du recul
Et dans vos questionnaires et dans vos entretiens, le plus important comme réponse qu'il vous faut, c'est pas est-ce que mon produit est assez innovant de façon technologiquement parlant, mais vraiment est-ce que vous avez un besoin et est-ce que je réponds à un besoin? Est-ce que vous avez besoin d'utiliser mon produit? Les clients s'en moquent de savoir que vous avez développé un produit de façon ingénierique très très poussée si derrière ils n'ont pas besoin de ce produit. Donc c'est là que dans votre questionnaire et dans votre étude de marché, il va falloir vraiment cibler quels sont les problèmes des clients. Avant de trouver leurs besoins, c'est vraiment quels sont les problèmes. Donc au quotidien, qu'est-ce que vous rencontrez comme problème dans le secteur que je veux toucher. Au niveau de l'ambition numéro 3, du coup, l'objectif, ça va être de trouver le positionnement. Le positionnement, c'est un prix et une valeur perçue par le client. Donc c'est un petit peu flou au départ, mais en fait c'est très simple à faire. Vous allez voir qu'il y a donc des axes. L'offre de référence, c'est un prix moyen et une valeur pour le client. Ok, c'est un produit moyen du quotidien. Il y a une zone qui est économiquement non viable puisque c'est un prix très élevé pour une valeur perçue moyenne. Donc là, votre produit ne fonctionnera pas, ne peut pas fonctionner sous cette barre-là. Par contre, si vous arrivez à vous positionner sur un prix bas, mais par contre une valeur perçue par le client très élevée, donc un produit du quotidien dont j'ai vraiment besoin, mais qui par contre ne peut pas coûter cher, parce que justement c'est un produit du quotidien. Là, on est sur une stratégie de coût. Vous allez vous différencier de vos concurrents grâce au coût. Vous sortez un produit du quotidien moins cher que tout le monde. Et un produit du quotidien, c'est un produit qui a une grande valeur pour le client, puisque vous êtes à peu près sûr qu'il va l'utiliser tous les jours. Par contre, le prix ne doit pas être trop élevé. Ensuite, vous avez une deuxième stratégie. Donc là, c'est la différenciation par le bas, pardon. Et ensuite, la deuxième stratégie, ça va être la stratégie de différenciation vers le haut. Donc là, justement, vous allez augmenter le prix, mais aussi augmenter la valeur perçue par votre client. C'est une offre innovante, c'est une offre technologiquement innovante qui va venir un petit peu révolutionner le marché. Et du coup, vous êtes obligé de mettre un prix haut parce que vous avez des qualités, des compétences, un savoir-faire que vous allez mettre en avant. Et ce savoir-faire, comme il va être reconnu par le client, vous aurez aussi une valeur perçue élevée. Donc là, vous êtes par une différenciation par le haut. C'est-à-dire que par rapport à vos concurrents, certes, vous allez avoir un prix plus élevé, mais du coup, la valeur perçue par le client sera meilleure. Donc, votre produit aura une meilleure connotation. C'est un produit de qualité, c'est un produit haut de gamme. J'en ai besoin, il me plaît. Je suis prêt à mettre le prix pour ce produit-là. Ça peut marcher, par exemple, dans des produits artistiques, dans des créations. Pourquoi si vous avez une compétence, un savoir-faire, ça peut être beaucoup de choses, par exemple dans les travaux manuels. Vous savez coudre un produit. Si vous mettez toutes vos compétences dedans et tout votre savoir-faire et une bonne qualité de matières premières, etc., pourquoi le vendre pas assez cher? En fait, psychologiquement pour le client, si vous le vendez un petit peu plus cher et avec vraiment un prix qui s'adapte aux compétences que vous avez mis en œuvre, le client sera prêt à payer pour ce produit-là puisqu'il va se rendre compte psychologiquement que c'est un produit de haute qualité. Donc il ne faut jamais sous-estimer les produits et les compétences non plus qu'on met en œuvre. Il y a une zone de rupture, qui est assez difficile à toucher. C'est un prix pas très élevé et une valeur perçue par contre très haute. Là, c'est le plus compliqué c'est souvent des innovations. Là, c'est un produit qui va être difficile à commercialiser. C'est pour ça qu'on le met en zone de rupture parce que le plus logique et le plus facile pour démarrer, c'est vraiment soit une stratégie de différenciation par les coûts, soit au contraire une stratégie de différenciation vers le haut avec une qualité haut de gamme. Voilà les deux axes pour trouver votre positionnement. Au niveau de l'ambition 4, ce qu'on pourrait dire, du coup, tout à l'heure, on en a parlé de l'entonnoir. Donc, ça va être de définir l'entonnoir commercial pour vos premiers clients. Donc, au départ, votre prospection et votre recherche de marché, vous allez partir dans l'inconnu. Vous allez avoir tout le monde. Et au fur et à mesure, vous allez, grâce à l'étude de marché, cibler une ou deux cibles, en tout cas des profils de niche.
Et au fur et à mesure que vous allez les acquérir, il va falloir les garder, les acquérir, les activer, c'est-à-dire qu'ils viennent faire l'achat. Par exemple, si vous créez un site internet où vous présentez votre produit, la personne va rechercher votre produit sur internet, donc va tomber sur votre page. L'objectif, donc là, vous l'avez acquéri. L'objectif maintenant, c'est de l'activer, c'est-à-dire qu'elle aille faire l'achat, de votre produit. Une fois qu'elle aura fait un achat, c'est justement de garder cette personne, donc c'est la rétention. Là, vous allez avoir un revenu qui va commencer à être activé. C'est là que vous allez commencer à pouvoir gagner de l'argent avec ce premier client qui va faire ce premier achat et qui va peut-être, du coup, devenir récurrent, en parler à une autre personne qui va, elle aussi, venir sur votre site, faire ce premier achat et ainsi de suite. Et là, vous allez acquérir de plus en plus de clients fidèles. Et du coup, pour faire cet entonnoir, on le verra, c'est grâce à l'étude de marché aussi, puisque dans la définition des messages que vous allez faire passer sur votre produit, vous allez pouvoir motiver le premier client à faire un achat et à en parler autour de lui et à devenir une référence, et ainsi de suite. Donc, vous allez acquérir des clients fidèles et qui, en plus, parlent de vous comme un produit de confiance. L'objectif final, finalement, de l'étude de marché, c'est de pouvoir, du coup, amorcer les ventes, démarrer les premières ventes, amorcer ces ventes, améliorer son offre, puisque au fur et à mesure, vous allez avoir des premiers retours clients, vous allez apprendre ce qui est important pour votre client, vous allez améliorer votre façon de le vendre, de le commercialiser, de le livrer peut-être, de le packager, de le designer. Il y aura tout. Ne vous inquiétez pas si votre premier produit et votre premier packaging global n'est pas parfait. C'est normal. Pour démarrer un jour, il faut démarrer et il ne faut pas attendre d'être parfait pour démarrer, parce que sinon on ne démarre jamais. L'optimisation, elle se fait au fur et à mesure, et l'optimisation du produit se fait au fur et à mesure, et du coup l'optimisation de vos revenus aussi va se faire au fur et à mesure. Vous allez aussi améliorer votre modèle économique. Peut-être que vous allez vous apercevoir que les fournisseurs chez qui vous fournissez sont trop chers, donc vous allez faire des économies sur votre modèle d'un côté. Vous allez peut-être vous apercevoir aussi que la façon dont vous empaquetez votre produit, pareil, vous pourriez faire des économies dessus. Et tout ça, c'est un modèle économique qui va se créer au fur et à mesure jusqu'à arriver au produit qui vous semblera le plus rentable et en même temps qui répond vraiment à tous les besoins de vos clients. Donc du coup, quels sont les outils concrètement? On a parlé d'études, on a parlé d'études qualitatives, d'entretien, de questionnaires quantitatifs. Donc on va voir un petit peu comment démarrer cette étude de marché. Chaque projet est vraiment différent. Donc c'est assez difficile de déterminer un chemin parfait que tout le monde peut suivre. Mais globalement, il y a une logique dans l'étude de marché qui est déjà au tout départ, votre offre, est-ce que vous allez la vendre à du professionnel, donc B2B, est-ce que vous allez la vendre à des entreprises, est-ce que vous allez plutôt faire du B2C, donc vous êtes l'entreprise et vous vendez à plein de clients particuliers, donc là ça différencie aussi vos prix, ça différencie votre façon de commercialiser. Quand c'est pour des professionnels, souvent c'est par exemple en plus grande quantité, avec des prix justement de gros, etc. Donc toute l'offre change si vous comptez cibler des professionnels ou des particuliers. Vous pouvez aussi créer une offre, comme ça a été fait récemment, sur du particulier à particulier. Ça, c'est ce qu'on appelle par exemple on pourrait donner comme exemple Blablacar. Blablacar, il y a eu une entreprise qui a créé un service, mais finalement, ce service, maintenant, il est utilisé entre particuliers. C'est vraiment les particuliers entre eux qui font du business pour se transporter, etc. Donc, il y a vraiment 3 types de services différents. Et c'est le tout départ, c'est le socle de votre offre. Savoir à qui vous allez vendre. Ensuite, bien sûr, vous allez différencier entre un produit ou un service. Donc, le service, c'est quelque chose qui n'est pas matérialisable, c'est une application, c'est un conseil, c'est un accompagnement, etc. Une réparation, enfin, le service, c'est quelque chose qui n'est pas matériel, et le produit, c'est tous les produits qu'on trouve sur le marché en termes matériels. Ensuite, il va falloir déterminer aussi si vos ambitions sont de toucher un marché domestique, donc un marché national, ou de directement toucher un marché international. Donc là aussi, ça va dépendre, si vous comptez toucher une cible plutôt professionnelle, peut-être que vous allez avoir plus de facilité à aller toucher des entreprises à l'international. Sur un marché particulier, c'est peut-être plus facile de se développer d'abord sur du national,
de toucher les particuliers, votre entourage, et puis au fur et à mesure d'écarter dans les régions, plutôt que d'aller toucher des personnes particulières dans d'autres pays qui n'ont pas forcément les mêmes cultures, les mêmes besoins, les mêmes mœurs, etc. Et ensuite, on revient un petit peu sur l'exemple du Blablacar. Il y a le business de transaction ou le business de communauté. Donc, il y a majoritairement du business de transaction. Donc, c'est vous vendez un produit, un échange de monnaie. Mais il y a aussi le business de communauté. Donc, c'est ce qui s'est passé, par exemple, sur Blablacar, on pourrait donner d'autres exemples de communautés qui se sont créées et qui échangent entre elles en fait des services, voilà, des services, des produits, du troc, etc. Ça, c'est un business de communauté. Vous avez créé la plateforme, mais après, vous laissez les particuliers entre eux faire justement leur business. Pour démarrer le plus logiquement ensuite l'étape d'après, une fois que vous avez défini les grands axes précédents, c'est le benchmark. Le benchmark, c'est quoi? C'est comparer un petit peu tous les concurrents qu'il y a sur le marché. Vous allez en prendre, l'idéal c'est d'en prendre pas trop, donc en général on en donne 4 à peu près. Vous prenez 4 concurrents et vous les placez justement sur un axe tel que celui que je vous diffuse. Vous allez les placer sur un axe. L'objectif, c'est sur l'axe horizontal, vous allez mettre les facteurs clés de succès. Donc on en a parlé tout à l'heure, les facteurs clés de succès, c'est qu'est-ce qui me différencie de mes concurrents? Qu'est-ce que je sais faire? Donc par exemple, ça peut être la matière première. Si vous faites un produit textile par exemple, vous utilisez de la matière première faite en France, produite en France. Donc ça, c'est un facteur clé de succès parce qu'on sait qu'en ce moment, le Made in France est très tendance. Un facteur clé de succès, ça peut être du bio. Par exemple, vous créez un restaurant, il va être bio. Déjà, c'est une façon de se différencier de tous les restaurants qui ne proposent pas de bio. Ensuite, vous aurez, par exemple, c'est tous les indicateurs de votre offre, tout ce qui vous différencie. Vous avez 20 ans d'expérience dans la couture, donc vous pouvez coudre vous-même. Donc du coup, déjà, c'est un troisième facteur clé de succès qui vous différenciera de toutes les personnes qui vont vouloir se lancer sur ce marché sans savoir coudre, par exemple. Voilà, il faut arriver à réunir tous les indicateurs qui font que votre offre, tout ce qui définit votre offre. Donc, vous prenez toutes les parties prenantes, vous prenez les coûts, vous prenez vos compétences, vous prenez aussi, par exemple, votre zone géographique. Vous êtes dans le sud de la France, vous êtes peut-être dans le nord, etc. Il y a différentes compétences que vous pouvez allouer à votre offre. Et donc ça va être un facteur de différenciation. Donc, vous mettez tous ces facteurs sur l'axe horizontal. Et sur l'axe vertical, vous allez positionner en fait le concurrent. Donc, par exemple, vous prenez votre concurrent principal et vous identifiez. Lui, ses produits, ils ne sont pas européens. La matière première n'est pas faite en France. Ok, vous le positionnez du coup vous ne le positionnez pas sur le même axe que vous. Le prix, je suis moins cher que lui. Ok, donc je suis plus basse. Lui, il a un prix plus haut. Et vous allez du coup déterminer une courbe où vous allez voir que vous n'êtes jamais sur le même axe que votre concurrent. Et là, vous avez créé une offre qui s'est différenciée. Sur notre schéma, par exemple, si moi je suis du coup l'entreprise avec la courbe bleue, eh ben, je me rends compte que je ne suis pas du tout sur les mêmes axes que tous mes concurrents. Tous mes concurrents ont d'autres facteurs de succès. Et donc, c'est là que je vais pouvoir mettre les bouchées doubles sur ces facteurs pour me différencier. Un autre outil qui est très utile, donc on en a parlé tout à l'heure, quand vous connaissez peu de clients, quand vous ne savez pas encore qui sont vos clients, le mieux, c'est de faire des entretiens qualitatifs. Pourquoi qualitatif? Parce qu'on est vraiment sur de la qualité. Vous avez peu de clients, donc ce que vous allez avoir comme rendu, c'est qualitatif, c'est pas en quantité. Les entretiens qualitatifs, ça permet vraiment d'explorer. Vous avez une offre et vous voulez explorer vraiment en vous entretenant une trentaine de minutes avec une dizaine de personnes par exemple. Vous allez apprendre vous n'êtes pas là pour vendre, vous êtes là pour apprendre à connaître votre potentiel futur client. Et donc, l'objectif vraiment, c'est d'explorer. Donc, poser un maximum de questions et essayer de comprendre. Vous pouvez vous préparer un guide. Le mieux, c'est de préparer un guide d'entretien où vous allez collecter le plus d'informations possible sur votre interlocuteur. Donc, qui est-il? Pourquoi déjà il a accepté
de faire cet entretien avec vous? Est-ce que c'est parce qu'il a une appétence pour le produit que vous avez proposé? Qu'est-ce qui l'a intéressé? Pourquoi il est là? La façon dont il ressent le problème. Donc là, c'est justement pourquoi ce produit pourrait potentiellement l'intéresser. Qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Comment il le vit au quotidien? Qu'est-ce qu'il utilise? Vraiment, c'est beaucoup de ressentis et d'émotions qu'il faut arriver à explorer dans l'entretien qualitatif. Vous pouvez aussi du coup lui poser des questions sur ce qui est important pour lui. Par exemple, dans le produit qu'il utilise en ce moment, dans la solution qu'il utilise en ce moment, qu'est-ce qui est important pour lui? Comme ça vous permet de placer votre offre. L'objectif, c'est d'apprendre le plus de choses possibles et d'explorer. L'entretien quantitatif, donc là, c'est quand vous vous positionnez plutôt sur une offre qui est déjà connue et vous avez déjà beaucoup de clients. Vous connaissez le type de client. C'est un produit qui est connu. Ça peut être une enceinte portable pour écouter de la musique. C'est répandu, il y en a énormément, il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de concurrents. Donc là, l'objectif, ça va vraiment être d'interroger en grande quantité les clients qui utilisent ce produit pour comprendre, pour comprendre pourquoi il y a autant de gens qui l'utilisent, mais surtout pour arriver à comprendre quel segment va vous intéresser. Donc dans votre entretien, dans votre enquête quantitative, vous allez toucher beaucoup de monde. Et vous allez voir qu'il y aura des réponses différentes en fonction de l'âge, en fonction de la catégorie socio-professionnelle, etc. Vous allez vous rendre compte que l'enceinte Bluetooth portable est moins aimée par les personnes peut-être un peu plus âgées qu'une personne de 20 ans, etc. Donc là, ça va vraiment vous donner une méthodologie et ça va impacter très fortement votre étude de marché parce que vous allez enfin réussir à cibler votre segment. Donc vous allez enfin comprendre pourquoi il y a autant de gens qui utilisent ce produit et vous, le vôtre, qui va pouvoir l'utiliser. Donc ça permet de valider. L'enquête quantitative, elle peut être utilisée en plus d'entretiens qualitatifs. Ça permet de valider ce que vous avez repéré auprès des entretiens. Une fois que vous avez fait vos entretiens, vous pouvez du coup ensuite diffuser un questionnaire plus large qui va essayer de valider les cibles clients que vous avez identifiés grâce à vos entretiens. Donc c'est vraiment ces deux outils très complémentaires. Et ensuite, une fois que vous avez un maximum de réponses, l'objectif, c'est de tester. C'est pas grave si c'est pas parfait. L'objectif, c'est de tester, d'observer, d'apprendre de vos observations. Vous pouvez le tester avec une petite cible client, votre entourage. Il faut qu'il soit très objectif. Il faut vraiment qu'ils arrivent à vous démontrer pourquoi ça va ou pourquoi ça va pas. Il faut qu'ils soient très honnêtes avec ce qu'ils vont vous ressentir du produit. Donc l'objectif, c'est de tester et d'expérimenter.